Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler, alors c'est à la fois léger et sérieux, parce que parfois ça met en jeu un poste, une carrière même d'ailleurs, les erreurs rédhibitoires aux yeux des recruteurs. Et j'accueille Fabrice Coudray. Bonjour Fabrice. Bonjour. Managing Director Executive Search, dis donc c'est un sacré titre, chez Robert Half. Presque 25 ans de carrière dans le recrutement, et l'étude dont on va parler, et qui à certains égards est croustillante, a donné la parole à 300 dirigeants français en 2022, ça c'est votre étude, qui vous ont fait remonter, je dirais, des choses passionnantes. Commençons par le début, les erreurs fatales. Alors là, on va voir s'afficher un certain nombre d'erreurs fatales. Qu'est-ce qui est pour vous, et on va commencer à le détailler, l'élément rédhibitoire? Là, vous avez recruté, c'est votre métier. Alors, effectivement, en quelques 24 ans de carrière, j'ai fait beaucoup d'entretiens. Et c'était très intéressant, justement, de faire le rapport entre ce que moi je vis dans les salles d'entretien avec mes collaborateurs et ce que des dirigeants remontent d'eux-mêmes de leurs expériences de recruteurs. Alors, est-ce qu'il y a la pire des choses? Oui, je crois que c'est le mensonge. C'est le mensonge ou... le gros mensonge. Le gros mensonge, l'erreur flagrante sur le CV. On pipote un diplôme. Alors ça, je l'ai eu, on pourra en parler. On ment sur un diplôme qu'on n'a pas. On a des approximations, plus que des approximations sur son propre CV, des erreurs de date, mais pas d'un mois, de 1 ou 2 ans parfois, ou des différences majeures entre un CV et un profil LinkedIn. C'est étonnant, mais ça arrive, et y compris quel que soit le niveau des collaborateurs. Donc, oui, je travaille effectivement... Des cadres, parce que c'est... Alors moi, je travaille sur des cadres dirigeants, ouais. et qui ne sont pas du tout exempts d'erreurs parfois grossières, voire volontaires. C'est ça que je voulais vous demander, Fabrice, parce que, objectivement, si je devais refaire mon CV, c'est compliqué. Vous ne savez plus si c'est 2008, 98. C'est volontaire ou c'est parfois, on peut dire, je plaide d'erreur, quoi. Je suis très inquiet d'un candidat qui va me dire « je me souviens plus très bien ». J'ai la mémoire qui flanche, comme disait la fameuse chanson. Non, ça, c'est pas possible. Je me souviens, moi, très bien, j'ai fait quelques années de carrière avant de faire du recrutement, des dates précises de mes expériences professionnelles. Donc on est censé s'en souvenir. On est censé s'en souvenir. Donc si on ne se souvient pas, c'est qu'il y a un loup. On a vu dans le petit, dans les erreurs rédhibitoires, parce qu'on va en voir plusieurs, il y a les rédhibitoires, les erreurs fatales selon les recruteurs. 44% manque d'honnêteté, on vient de le dire. Ça, c'est le point clé. 42% retard, ça c'est très intéressant parce que l'air de rien, comme disait De Gaulle, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc être en retard, pour le recruteur, ça dit quelque chose. C'est absolument vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est la différence entre ce que moi je vis dans les entretiens où j'ai rarement, très rarement, je le dis très honnêtement, du retard des candidats. D'accord. Le retard m'insupporte, très clairement. Est-ce rédhibitoire? Il y a peu une bonne raison. On est en région parisienne, les transports, il peut y avoir des aléas. Il faut être raisonnable. En revanche, c'est vrai que nos dirigeants qui ont répondu à cette enquête ont une sensibilité très forte sur ce sujet. Et pour eux, on n'est pas en retard, on arrive en avance. On est d'accord. C'est en fait une forme de politesse. Qu'on se le dise, on arrive en avance. On arrive en avance. 10 minutes, 12 minutes en avance. Et on attend. C'est normal. C'est normal. Oui, c'est une forme de bienséance. Parce que si on est en retard pour un entretien d'embauche, c'est quand même un exercice, un moment fort dans la gestion d'une carrière. Qu'est-ce que ça va être demain quand on aura intégré l'entreprise? Alors là, 28%, toujours dans ce slide, vous évoquez un dénigrement de l'ancien employeur à 30% et 28% la tenue. Alors ça, c'est intéressant. Alors le dénigrement, la tenue, c'est vrai qu'il y a deux sujets. Il y a l'entretien physique, où là, on est face à face et on se voit bien. Comme là, finalement. Comme là, nous sommes. Les dress codes ont changé depuis quelques années. Nous n'avons plus de cravate. La preuve, nous en sommes 2 exemples. Et en revanche, ça n'autorise pas non plus trop de liberté. C'est-à-dire veste, chemise, à minima. Chemise. Mais quand on arrive, jean, troué, t-shirt, il faut quand même regarder un petit peu en fonction du poste sur lequel on est et la culture de l'entreprise, évidemment, de s'adapter. Ça, c'est le premier point. J'ai eu un cas très amusant dans le cadre d'un entretien physique où le candidat est arrivé avec une cravate et le client l'a reproché un peu en me disant « Vous vous rendez compte, il avait mis une cravate ». Et je parle d'une entreprise étonnée que le candidat avait ce côté trop strict. Il a donné et véhiculé, du fait de sa tenue, une image un peu stricte. Donc ça l'a desservi. Ça l'a desservi. Ouais, parce qu'il y a quand même les boîtes des startups et ainsi de suite, qui globalement, si on arrive avec une cravate, on n'est même pas pris. Voilà, et donc c'était un petit peu l'inverse. Alors c'est une entreprise plutôt traditionnelle, et c'était amusant parce que l'exemple, c'était pas une startup, c'était une entreprise très traditionnelle. Alors, après, la visio. Ouais, la visio. Parce qu'on se dit en visio, je suis à la maison, je suis en chaussons. Peut-être on ne verra pas si vous êtes en chaussons ou en escarpin, mais en revanche,
le fond d'écran avec des ballons de toutes les couleurs. Ah oui, Et encore la veste de pyjama. Ouais, l'anniversaire du petit qu'on n'a pas rangé, quoi. C'est un petit peu embêtant. Ouais. Alors, il y a parce que je ne vois pas qu'on les rate, il y en a plein d'autres. Toujours dans les erreurs fatales, 28% ne s'est pas renseigné sur l'entreprise du secteur, et à 26%, et on va voir évidemment l'animation qui va dérouler, mais on la voit, hein, 28, ça c'est pour l'entreprise du secteur, 26, le téléphone reste allumé, 22, aucune question posée. Bon, bref, en un mot, là, on arrive face à quelqu'un qui ne s'est pas préparé. Un peu sûr de lui. Et ça, c'est quand même très, très fatal. Et je dirais, c'est que ne pas avoir étudié un minimum l'entreprise, sa stratégie, ces 2 dernières années, les profils des dirigeants, avec un minimum de renseignements. Évidemment. Et souvent, et là, on parle des cadres dirigeants qui peuvent arriver en terrain conquis. Oui, vous inquiétez pas, j'ai regardé, tout va très... Non, il faut creuser. Parce qu'on va poser des questions. Qu'est-ce que vous savez de nous ? Forcément. Qu'avez-vous découvert de nous ? Comme question à nous poser. Pour un cadre dirigeant. Là, vous parlez de cadre dirigeant, on est d'accord. Écoutez, non, j'ai pas eu le temps. À ce moment-là, là, c'est très clairement rédhibitoire. Ça, c'est rédhibitoire, ça. Là, on fait un pas en arrière, on dit, écoutez, désolé, mais si vous repassez. n'avez pas d'intérêt pour nous, on ne va pas commencer l'entretien. C'est tout à fait Ça n'a exact. pas de sens. Oui, c'est un peu comme une histoire d'amour. Il faut quand même un petit peu se renseigner sur la personne qu'on va essayer de séduire. Exact. À minima. À minima. Il y a se tromper sur le nom du recruteur. Alors, vous me disiez que ce n'était pas tout à fait... Non, c'est pas dingue, mais c'est quand même assez lourd, quand même, ça. Hein. C'est un peu gênant. Hein, si je vous appelle Gilles et que vous appelez Fabrice, vous vous dites, tiens, c'est pas... Oui, je suis pas très Alors, intéressé. on peut le mettre sur le dos du stress aussi. Est-ce que vous avez cette situation de gens... Parce qu'on l'a, hein, là, dans la dernière liste qui est présentée, parce qu'en fait, c'est une longue liste des items les plus importants jusqu'à ceux qui le sont le moins en termes de retour, mais il y a quand même 17% des candidats qui sont peu loquaces. C'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un qui, globalement, est muet. Alors, après, tout le monde... Les gens ne sont pas égaux. Déjà, il y a des gens qui parlent de trop, donc on va qualifier un manque d'écoute, ou dont le storytelling va partir dans tous les sens, et on n'a qu'une heure, 1h30 pour convaincre. Il faut essayer d'aller à l'essentiel. On peut mettre ça sur le dos du fait que beaucoup de candidats restent peu entraînés à la technique de l'entretien. Donc il faut justement, comme quand les étudiants, on les prépare à passer des entretiens, des oraux pour les grandes écoles, eh bien quand on est candidat, qu'on a 45 ou 50 ans, on doit se préparer à un entretien. Le structurer. Et même quand on a 50 ans. Et même quand on a 50 ans, voire plus. Et c'est vrai que le candidat trop loquace, ça peut être un peu, je dirais, gênant pour un recruteur qui n'arrive pas à en placer une ou qui dit il n'y a pas d'écoute. Et le mutisme peut être aussi très gênant parce qu'on se dit mais il m'écoute, il comprend. Est-ce qu'il y a il a besoin quand même de poser des questions et de se livrer pour avoir une découverte à minima de la personne qu'on a en face de soi. Donc ça, c'est des points. Il faut qu'il y ait un échange qui s'installe. Là, il faut le travailler. Alors je ne dis pas que c'est bloquant. En revanche, effectivement, si on n'arrive pas à déverrouiller une situation dans un sens ou dans un autre, ça peut devenir rédhibitoire. Mais on peut tout à fait mettre aussi le candidat. C'est stressant un entretien d'embauche, c'est une épreuve. Donc il faut mettre le candidat à l'aise, l'amener à mieux parler, plus parler ou moins parler. En tout cas, et moi, je n'ai pas de scrupule à leur expliquer. Bon, expliquez-moi quand même mieux qui vous êtes. Et essayer de le faire accoucher un peu, quoi. Voilà. Et si vous parlez trop, si vous faites ça devant un non-professionnel du recrutement, qui lui aura une vision moins, je dirais, tolérante que moi je peux avoir parce que c'est l'expérience de quelques années. Et il va dire mais attendez, il me bassine, il me fascine, il me bassine. Et j'ai pas du tout envie de l'écouter plus longtemps. Oui, puisqu'il donne aussi l'impression d'une forme de trop grande assurance qui parfois d'ailleurs masque une grande fragilité. Oui, et puis souvent ça peut cacher autre chose, c'est que on veut cacher d'autres aspects. Vous avez raison. Je vais donner un petit exemple de quelque chose qui m'était arrivé, c'est que quelqu'un passait son temps à dérouler son parcours en donnant plein de noms. J'ai travaillé avec un tel, j'ai côtoyé un tel, j'ai fait ceci avec un tel, etc. Et au moment de me donner des noms de référents qui pourraient témoigner je dirais, des collaborations long terme qu'il a eues, j'ai plus du tout de noms. Merci. Donc voilà. Merci Fabrice Coudray. Je vous ai un petit peu interrompu comme ça vif. J'espère que je serai recruté pour la prochaine émission. C'est une erreur dans l'entretien de me couper la parole. Je crois que c'est une erreur rédhibitoire d'avoir coupé la parole à Fabrice. Merci Fabrice Coudray d'être venu. Managing Director Executive Search chez Robert Half. L'émission est terminée. C'est un vrai plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Kenny Dellenbach pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci à vous pour votre fidélité et tous vos messages. Je serai là demain. Bye bye.